Président Donald Trump prend la parole lundi 2 mars 2026 là, côté l'hypothèse précision sous action militaire les États-Unis et tout Israël prend compte pays Iran dans le cadre opération ça qui relait Epic Fury, Fury Epic et puis président Emmanuel Macron annoncé jodia naissance l'invincible premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins troisième génération yon discours qui te prévoit avant même lancement guerre. Bilan provisoire dans occasion troisième jour guerre États-Unis-Israël contre Iran, eh ben, a continué sans pas gagner une source indépendante pour qui confirmer chiffre ça. Bonsoir tout le monde, moi c'est Jacqueline Belizer, un plaisir une autre fois encore pour nous dans le cadre programme spécial que nous avons réalisé sous guerre ça, guerre que Israël avec États-Unis a mené contre Iran et Iran les mêmes cap riposter contre tout pays dans la zone qui gagne base militaire américaine là-dedans. Nous souhaitons nous toutes bienvenue. Merci d'être que nous choisissons l'autre fois encore Jabez Media Communication pour informer. Oui, guerre américano-israélien contre Iran bouclé pratiquement troisième jour. États-Unis continuent à pilonner Iran, même tout avec Israël, a fait le tout côté, ils ont ratiboisé quelques bâtiments cibles dans Iran, parmi eux quartier général radio télévision l'État dans le cadre opération ça que nous disons qui est les Epic Fury Epic là et Iran les mêmes continuent à frapper en pile pays qui gagne base militaire américain là-dedans yo. Eh ben c'est comme ça ou joine gain on des pays dans Golfe là qui touchaient tout dans la région Moyen-Orient et même et en Europe avec Chypre qui c'est le premier pays européen qui touché dans le cadre de guerre ça et c'est ça en pile monde craignent pour pas gon escalade la guerre parce que li aux portes de l'Europe. Jodia après 48 heures après lancement guerre ça qui était lancé samedi qui s'est passé là bonheur le matin et bien président Donald Trump expliquait américain pour qui ça li prend décision ça pour entrer dans une guerre contre pays Iran pour lui qui était toujours représenté une grosse menace, une menace imminente avec question nucléaire. Là. Président Donald Trump évoquait raison attaque ça avant même une cérémonie qu'il t'a fait dans la Maison Blanche en hommage pour héros militaires, mais il pas répondre question journaliste. Président Trump a réagi tout sous critique qu'a monté 17 autres qui reprochait d'est-ce que et il pas suffisamment expliqué nécessité d'une guerre contre Iran dans niveau ça ni pour exposer vision sur une escalade conflit ça. Il faut pas dire tout que le président Donald Trump dans plusieurs prises de parole que le prend toujours dit que Iran représentait une grosse menace, une menace pour l'Amérique, une menace pour le monde parce que non seulement l'a traité avec des terroristes mais tout les gagnait et velléité, il a une volonté pour gagner des armes nucléaires et c'est un bagage que pas d'accord avec elle. Il t'a même dit ça que il a considéré négociation qui t'a fait yo et négociation indirecte qui t'a fait yo, gagne qui fait dans Oman, gagne deux qui fait dans Genève dans pays la Suisse, il dit que Iran pas bal sale besoin c'est que pour Iran pas en mesure pour gagner des armes nucléaires. Eh bien c'est une frustration que en pile monde gagne que c'est dans camp président que c'est dans société américaine d'est-ce que pas gain assez explication qui bail pour guerre ça t'a fait et même gain membre congrès qui dit que sans li pas gain autorisation formelle congrès. Mais faut dire que frustration ça li sorti non seulement de la gauche mais tout li sorti tout dans base mouvement nan la parler de mouvement MAGA alors que conflit les mêmes la grandi la escaladé pendant que prix Gaza lui-même l'a volé et que quantité moun et cap mourir dans la région Moyen-Orient il a commencé à augmenter surtout que les n'a regardé et bilan qui sortir que nous pourrons partager avec et puis guerre c'est tout simplement dans commençant parce que nous jodia nous pratiquement bouclé troisième jour donc déjà pour un pile monde bilan anti-gens et salé avant ça il y a un secrétaire
et défense là, ou bien responsable ministère la guerre là, en parlant de Pete Hegseth, et avec chef d'état-major des armées, en parlant de général Duncan, eh ben, il y a une conférence de presse dans le Pentagone, donc dans le local ministère de défense là, sous raison guerre, et il a expliqué quelques aspects techniques dans la guerre, ça pour moun attendre, ça pour moun pas attendre. Bien que Pete Hegseth déclaré par les journalistes que l'administration pas lancer le non exercice qui pas dans aucun sens pour y annoncer ça yo pral faire, ça yo pas faire, qui ça moun capable attendre, qui ça moun pas qu'à attendre. Mais il y a peu de monde qui croit que eh ben commandant en chef là doit ba explication sous guerre là. Donc il y a pile discussion, pile débat qu'a fait. Par exemple, gagné un ancien collaborateur Barack Obama, n'a parlé de Rahm Emanuel qui était chef cabinet la Maison Blanche sous président Barack Obama, mais ça le déclaré, il dit que le peuple américain a besoin d'un commandant en chef et li absent, en parlant de président Donald Trump, li absent dans rôle ça. C'est déclaration ça que monsieur fait jeudi lundi sous CNN. Emmanuel et Rahm Emanuel, c'était son membre parti démocrate là, monsieur même envisagé présenter dans l'élection présidentielle 2028. Donc déjà nous avons Rahm Emanuel qui est très connu et surtout sous la présidence de Barack Obama. Et puis, jodi à tout, qu'il y a un autre gros leader mondial qui prend la parole jodi à, c'est président français Emmanuel Macron. Il prend la parole pas à cause de guerre, non, mais c'était déjà, il était prévoir son tradition même pour yo bay et pour président bay yon discours dans moment ça dans mandal. C'est un discours sur ça les dissuasion nucléaire il fait depuis île Longue dans Brest dans le département Finistère sous doctrine nucléaire française là. Vraiment vrai président Emmanuel Macron a annoncé ça yon dissuasion nucléaire avancée et il dit français yo eh ben yon l'autre fois encore ça mais ça le dit en français pour être libre il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Eh bien, pour yo gen, il dit pour capable libre, faut yo gen la craintif. Et pour yo gen la craintif, faut gen puissance. C'est une déclaration que président français a déjà fait que le répété dans occasion. Il répétait que la France gen zam nucléaire, on zam rare, mais il fait de ça base sécurité. Ça l'aurait en français socle. Il fait de ça base sécurité, c'est sous ça même que l'Ichita. Et dans le même esprit, président Macron fait une grosse annonce dans le jour spécial ça, côté que il dit que il annoncé ça l'invincible et il dit que la naviguer en 2036. Il bail détail sur ça, sur premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins de 3e génération. Donc, c'est question nucléaire qu'a parlé par un jouet dans cause ça. Donc, et président français Emmanuel Macron. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, c'est avec gravité que je me tiens aujourd'hui devant vous, au cœur de l'île Longue, cette cathédrale de notre souveraineté, symbole de l'engagement constant de notre pays pour la dissuasion nucléaire depuis maintenant plus de 65 ans. Dans quelques jours, le sous-marin nucléaire lanceur d'engins, le Téméraire, qui vous fait face, prendra la mer. Il disparaîtra dans une discrétion absolue et jouera pleinement depuis les profondeurs son rôle de gardien ultime de notre liberté d'action, de notre indépendance. Tout cela, nous le devons à l'engagement continu de mes prédécesseurs, de nos armées, depuis le premier essai nucléaire français en 1960, la première alerte opérationnelle des forces aériennes stratégiques en 1964, la première pierre posée ici même, à l'île Longue, en 1965,
et encore la première patrouille du SNLE le Redoutable en janvier 1972. Nous le devons aussi au savoir-faire de nos centres de recherche, de nos industriels, au professionnalisme et au dévouement des militaires et des civils qui servent, où qu'ils se trouvent, dans un atelier secret, au fond des mers ou dans le ciel, notre dissuasion nucléaire. J'en suis reconnaissant à chacun. Pour la dissuasion, notre nation a consenti un effort financier, scientifique et technologique constant, à tous égards exceptionnel et sans égal sur le continent. Déjà 3 générations de femmes et d'hommes se sont succédé pour œuvrer à l'édification, à la consolidation, à l'optimisation de ce qui constitue la pierre angulaire de notre stratégie de défense. À l'heure où vacillent les certitudes, où les adversaires s'enhardissent, où les alliances faceillent, la dissuasion est et doit demeurer un intangible français. En tant que président de la République, élu au suffrage universel direct, j'en suis le garant. Et je suis venu ici vous redire avec la plus grande force l'attachement de la nation, mon attachement, à la poursuite de cette mission fondamentale. Notre dissuasion est robuste et efficace. Tous ceux qui auraient l'audace de vouloir s'en prendre à la France savent le prix insoutenable qu'il y aurait pour eux à payer. Mais intangible ne veut pas dire inerte. En février 2020, il y a 6 ans déjà, fidèle à la tradition républicaine, j'avais exposé les fondements de notre doctrine nucléaire et de sa place dans le monde. Depuis lors, les choses ont changé. Les 6 années écoulées, pour la France et pour l'Europe, pèsent comme des décennies et les derniers mois comme des années. Nos concurrents ont évolué, nos partenaires aussi. Le monde se durcit et les dernières heures l'ont encore démontré. C'est donc avec beaucoup de gravité que je viens aujourd'hui annoncer à la nation une évolution à la hauteur de nos défis nationaux et européens. Nous devons renforcer notre dissuasion nucléaire face à la combinaison des menaces et nous devons penser notre stratégie de dissuasion dans la profondeur du continent européen, dans le plein respect de notre souveraineté, avec la mise en place progressive de ce que j'appellerais une dissuasion avancée. Oui, nous vivons actuellement, au plan géopolitique, une période de rupture, pleine de risques, et nos compatriotes en ont pleinement conscience. Cette période justifie un durcissement de notre modèle. La Russie mène à l'Ukraine voisine une guerre lente et cruelle qui constitue, comme l'a identifié notre revue nationale stratégique, un risque majeur pour notre Europe. Cette même Russie assume un révisionnisme, un impérialisme brutal et, déjà forte d'un arsenal nucléaire pléthorique, ne cesse de développer de nouvelles armes. Des missiles nucléaires hypersoniques, d'autres à propulsion nucléaire censés voler sans limite, des torpilles nucléaires et même un projet particulièrement dangereux pour l'humanité d'armes nucléaires envoyées dans l'espace. La Chine, de son côté, s'est engagée dans un rattrapage à marche forcée des États-Unis. Elle fabrique plus d'armes aujourd'hui que n'importe quel autre pays. Elle a exposé encore récemment les derniers perfectionnements de sa triade. Nul ne sait quelles seraient les ramifications, directes ou indirectes, nucléaires ou non, d'un conflit qui éclaterait en Extrême-Orient ou ailleurs. Elle ne saurait en tout état de cause être sans conséquences pour nous. La Chine, comme la Russie,
développent des systèmes de plus en plus sophistiqués de protection de leur territoire. Une logique qu'épousent d'ailleurs les Américains aussi, avec leur projet de Golden Dome. En Asie, les arsenaux ou les forces stratégiques d'autres États possesseurs, comme l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord, sont en pleine expansion. Par ailleurs, nous ne pouvons plus considérer les menaces de manière isolée, car de nouveaux liens sont apparus entre elles. Quel est le prix du soutien massif de la Corée du Nord à la guerre d'agression que mène la Russie? Quelles sont les ramifications du traité d'alliance entre les deux pays? Que dire de la dépendance extrême dans laquelle la Russie s'est placée vis-à-vis de la Chine? De tout cela, nous devons tenir compte. À cela s'ajoute la guerre en cours au Proche et Moyen-Orient, qui porte et portera son lot d'instabilité et d'embrasement possible à nos frontières, avec un Iran aux capacités nucléaires et balistiques non encore détruites. Sur cela, je reviendrai dans les prochains jours. Quant à nos alliés américains, qui eux-mêmes modernisent leur arsenal, ils jouent depuis 1945 et continueront de jouer un rôle clé dans la défense de l'Europe. Nous leur en savons gré. Et au plan de la dissuasion, ils participent directement à notre protection avec la mission nucléaire de l'OTAN. Mais leur récente stratégie nationale de sécurité et de défense manifeste un réagencement des priorités américaines et une incitation forte à ce que l'Europe s'occupe plus directement de sa propre sécurité. Il nous faut entendre cette invitation à prendre davantage en main notre destin. Et comme vous le savez, je ne dis pas autre chose depuis le premier jour de mon premier mandat. Il y a par ailleurs une autre caractéristique de la période que nous vivons. Dans l'atmosphère d'anomie actuelle, nous assistons à la fois à un renforcement du risque que les conflits franchissent le seuil nucléaire, mais aussi dans le même temps à une intensification de la conflictualité sous ce seuil. Et cela a des implications très directes pour nous. Le risque de franchissement est plus grand, d'abord parce que les conflits impliquant des puissances dotées, des États possesseurs ou proliférants s'accroissent. N'a-t-on pas vu tout récemment des explosions de violence impliquant l'Inde, le Pakistan, l'Iran, Israël? N'a-t-on pas vu aussi des comportements irresponsables, de la Russie en particulier, avec une modification de sa doctrine cousu main pour menacer l'Ukraine, une banalisation du discours sur l'arme, des officiels qui agitent des menaces inconsidérées, des tirs de missiles du haut, comme l'Oreshnik, à proximité des frontières européennes? Tout cela est un changement majeur qui rend plus tangible le risque de franchissement. Dans le même temps, les puissances nucléaires comme la France doivent aussi s'accoutumer à la possibilité de conflits majeurs sous le seuil nucléaire dans leur environnement immédiat. N'a-t-on pas vu ces derniers mois des salves de missiles tomber sur des puissances dotées ou des États possesseurs? L'Europe pourrait un jour se trouver dans une position similaire. Pour gérer ce genre de situation avant qu'elle ne franchisse le seuil nucléaire, il faut des capacités spécifiques. L'alerte avancée pour détecter les menaces, la défense aérienne élargie pour s'en prémunir, la frappe dans la profondeur pour contrer et agir au plan offensif. C'est tout cela qu'on appelle l'épaulement. Pour être forts dans notre dissuasion nucléaire, nous devons être forts dans nos capacités conventionnelles dans toutes leurs dimensions. C'est bien sur ces deux piliers que se fonde notre défense, et j'en ai souligné l'importance dès 2020. Mais les dernières années ont bien montré le manque criant de capacités d'épaulement en Europe. Et cette situation n'est pas tenable. Et vous verrez qu'elle occupe une place importante dans mon raisonnement. Tout cela montre en tout cas que les menaces nucléaires s'accroissent, se diversifient, qu'elles sont davantage connectées entre elles, qu'elles risquent d'être précédées d'épisodes de conflits intenses sous le seuil
et que les défenses de nos adversaires potentiels se renforcent. Nous devons donc en tirer les leçons. Car en effet, dans ce monde dangereux et instable, comme vous m'avez déjà entendu le dire à plusieurs reprises, pour être libre, il faut être craint. J'en ai la conviction. Notre pays détient cette arme hors du commun, qu'est l'arme nucléaire, et il en fait le socle de sa sécurité. La chaîne de commandement est d'une clarté totale, et la décision ultime revient au seul président de la République. Et devant la nation, dans ces temps d'incertitude, je le redis aujourd'hui avec force. En ma qualité de président de la République, je n'hésiterai jamais à prendre les décisions qui seraient indispensables à la protection de nos intérêts vitaux. Si nous devions utiliser notre arsenal, aucun État, si puissant soit-il, ne pourrait s'y soustraire. Aucun, si vaste soit-il, ne s'en remettrait. Un seul de nos sous-marins, tel que celui derrière moi, emporte avec lui une puissance de frappe qui équivaut à la somme de toutes les bombes tombées en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est près de 1000 fois la puissance des premières bombes nucléaires. C'est donc un discours de puissance assumé au service de la paix que je viens vous tenir aujourd'hui. Et cette puissance, vous le savez mieux que quiconque, ne vient pas sans effort. Le maintien de la crédibilité de cet outil est le fruit de décisions importantes prises ces dernières décennies et accélérées ces dernières années. Les 3 décennies d'après la guerre froide nous avaient offert cette parenthèse de l'histoire où nous bénéficions de l'affaiblissement de nos adversaires et de l'empathie assurée de nos alliés. En conséquence, nous avions progressivement renoncé à la composante terrestre de notre dissuasion et nos arsenaux avaient décru. Ces temps pourtant si proches semblent déjà lointains. Dès 2017, j'ai pris acte de la fin des dividendes de la paix. Je me suis employé à assurer le renouvellement de tous nos moyens pour les prochaines décennies. Nos futurs sous-marins stratégiques ont été mis en chantier. Ceux qui assurent avec vaillance une présence permanente à la mer depuis 1972 verront donc la 3e génération prendre la mer, ici même, à l'île Longue. Les premières découpes de l'acier qui façonnera les coques de ces nouveaux sous-marins ont commencé il y a plusieurs mois à Cherbourg. Je tiens ici à féliciter les acteurs militaires, industriels, scientifiques qui œuvrent à ce succès. Très peu de nations dans notre monde sont capables de construire de tels sous-marins nucléaires, prodiges inégalés de technologie, aussi discrets que performants, capables de frapper en tout point nos agresseurs potentiels. Dans la tradition qui préside au baptême de nos sous-marins, j'ai ainsi aujourd'hui l'insigne honneur de vous annoncer que le futur sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui battra pavillon français se nommera l'Invincible et naviguera en 2036. La même rigueur s'est appliquée au renouvellement intégral des autres domaines de la dissuasion. Nous disposons, depuis quelques mois, du nouveau missile M51.3 sur nos SNLE et d'une nouvelle tête nucléaire océanique optimisée pour pénétrer toutes les défenses. Notre force aérienne stratégique et la force aéronavale nucléaire ont vu leurs missiles de croisière nucléaire rénovés. Et nous allons lancer cette année le très ambitieux programme de missiles stratégiques hypersoniques et manœuvrants qui équipera nos avions de combat et le futur porte-avions dans la prochaine décennie.
Notre programme national Tritium a été consolidé, nous assurant de notre capacité à poursuivre la production d'armes nucléaires en totale indépendance et autosuffisance. Notre réarmement, vous le voyez, engagé depuis presque 10 ans, porte donc ses fruits. Vous en voyez certains effets ici même, et l'effort se poursuivra bien sûr symétriquement sur le volet conventionnel. Et pourtant, le contexte que j'ai évoqué au début de mon propos m'amène à une conclusion claire. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de la trajectoire actuelle. Et je dois à la nation, pour aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir, l'assurance absolue que notre dissuasion demeurera crédible et qu'au moment des circonstances extrêmes, elle nous soustraira à tout chantage et toute capitulation. L'évolution des défenses de nos compétiteurs, l'émergence de puissances régionales, la possibilité de coordination entre adversaires et les risques liés à la prolifération, tout cela, après un examen minutieux, m'a conduit à cette conclusion: un rehaussement de notre arsenal est indispensable. Il ne s'agit pas ici d'entrer dans une quelconque course aux armements. Cela n'a jamais été notre doctrine. Il serait inutile de prétendre entrer dans une coûteuse surenchère. L'essentiel, comme je le disais, est que tout adversaire ou toute combinaison d'adversaires ne puisse entrevoir la possibilité d'une quelconque frappe à l'encontre de la France sans la certitude de se voir infliger des dommages dont il ne se relèverait pas. Il n'est point besoin de symétrie des arsenaux pour cela. Notre doctrine refuse donc l'idée de riposte nucléaire graduée. L'armement nucléaire français est stratégique et exclusivement stratégique, car il s'agit bien d'armes d'une toute autre nature que celles dont on pourrait user sur un champ de bataille. La France, depuis le président François Mitterrand, a ainsi abandonné tout concept d'emploi tactique des armes nucléaires. Et nous n'y reviendrons pas. Dans cette optique d'asymétrie assumée, la France a toujours envisagé pour son arsenal les seuils strictement cohérents avec l'efficacité opérationnelle de notre dissuasion. Ma responsabilité est d'assurer que notre dissuasion conserve, et qu'elle conservera à l'avenir, son pouvoir de destruction assuré dans l'environnement dangereux, mouvant et proliférant que je viens de rappeler. C'est pourquoi j'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal. Pour couper court à toute spéculation, nous ne communiquerons plus sur les chiffres de notre arsenal nucléaire, contrairement à ce qui avait pu être le cas par le passé. En témoigne. Mais pour être puissant, et c'est le deuxième temps de mon propos aujourd'hui, il faut être plus unis. Et c'est d'Europe que je vais vous parler à présent. Notre sécurité ne s'est jamais conçue dans les seules limites de notre territoire, au plan conventionnel comme au plan nucléaire. C'est un fait évident de la géographie qui est là et qu'on ne peut négocier. J'ajouterai d'ailleurs, aujourd'hui plus que jamais, l'indépendance ne peut être la solitude. Dans le domaine nucléaire, cela a été reconnu par tous mes prédécesseurs sans distinction. Mais aujourd'hui, les conditions sont désormais véritablement réunies pour en tirer les conséquences concrètes. Pour expliquer ce point, permettez-moi de m'attarder un instant sur un élément central de notre doctrine nucléaire, les intérêts vitaux de la nation.
La dissuasion nucléaire française a vocation à dissuader tout État de s'en prendre à nos intérêts vitaux. Quels sont-ils ? Nous ne les avons jamais énoncés précisément, à dessein. Nos lignes rouges ne sont pas lisibles. Elles ne sauraient l'être. À coup sûr, pourtant, nos intérêts, s'ils couvrent le territoire hexagonal et ultramarin, ne peuvent se confondre avec le seul tracé de nos frontières nationales. Peut-on envisager que la survie de nos partenaires les plus proches soit mise en jeu sans que cela affecte nos intérêts vitaux ? Ou à l'inverse, qu'une menace extrême en Europe ne concerne que nous-mêmes ? Pour ces raisons fondamentales, les présidents successifs ont évoqué la dimension européenne des intérêts vitaux de la France. En février 2020, j'avais réitéré l'offre de tous mes prédécesseurs, depuis le président François Mitterrand, d'un dialogue avec les pays européens qui seraient désireux d'approfondir avec nous cette dimension. J'avais même proposé d'associer ces pays à des exercices de notre dissuasion. 6 ans plus tard, nous sommes dans un autre univers stratégique. Nous devons passer à une toute autre étape et formuler pour notre époque ce dont le général de Gaulle avait déjà l'intuition. Je crois pouvoir affirmer que nos partenaires y sont prêts. Nous avons d'abord resserré, en juillet dernier, les liens avec le Royaume-Uni, partenaire majeur et puissance nucléaire indépendante avec laquelle nous reconnaissons depuis 1995 qu'il n'y a pas de situation engageant les intérêts vitaux de l'une sans que ceux de l'autre ne soient affectés. Nous avons renforcé nos coopérations nucléaires bilatérales, affirmé notre solidarité commune avec les Européens et ouvert la possibilité d'une coordination de nos dissuasions respectives. Dès cet hiver, de hauts responsables britanniques ont assisté, pour la première fois depuis l'existence de notre dissuasion, à l'un des exercices de nos forces aériennes stratégiques. Mais notre ambition doit être plus grande, car c'est la sécurité du continent, la nôtre, qui est en jeu pour l'avenir. Des contacts ont été pris avec un premier groupe d'alliés, à commencer, bien entendu, par notre partenaire essentiel, l'Allemagne. Ils ont répondu favorablement à l'offre de la France. Aujourd'hui, une nouvelle étape de la dissuasion française peut donc se concrétiser. Nous entrons sur le chemin de ce que j'appellerais la dissuasion avancée. Je préfère le dire tout de suite, il n'y aura aucun partage de la décision ultime, ni de sa planification, ni de sa mise en œuvre. En vertu de notre Constitution, elle appartient au seul président de la République, comptable devant le peuple français. En conséquence, il n'y aura pas non plus de partage de la définition des intérêts vitaux, qui restera d'appréciation souveraine pour notre pays. Et pour cette raison, comme dans les autres alliances nucléaires, y compris lorsqu'elles ont des plans et des procédures, il n'y aura pas de garantie au sens strict du terme. Une garantie rigide, d'ailleurs, serait imprudente. Elle abaisserait le seuil nucléaire et réduirait d'autant l'incertitude de nos adversaires. Avec la dissuasion avancée, notre doctrine conservera ses fondations originelles, son caractère strictement défensif, le refus de la bataille nucléaire, la rupture totale et assumée entre le conventionnel et le nucléaire. Il en va de même pour l'opportunité d'un avertissement nucléaire unique et non renouvelable. Il sera toujours décidé à la seule discrétion de la France pour signifier très concrètement que le conflit vient de changer de nature
et que la France entend par ce moyen préserver une ultime chance de rétablir la dissuasion. La France assumera donc toujours seule, en intégrant à sa réflexion les intérêts de nos alliés, le franchissement délibéré du seuil nucléaire. La dissuasion avancée est une démarche progressive. Elle offre la possibilité pour les partenaires de participer aux exercices de la dissuasion, tout d'abord. Cela pourra impliquer également du signalement, y compris au-delà de nos frontières strictes, ou la participation conventionnelle de forces alliées à nos activités nucléaires. Elle pourra enfin prévoir le déploiement de circonstances, d'éléments de force stratégiques chez nos alliés. Et de la même façon que nos sous-marins stratégiques se diluent naturellement dans les océans, garantissant une capacité permanente de frappe, nos forces aériennes stratégiques pourront ainsi se disséminer dans la profondeur du continent européen. Cette dispersion sur le territoire européen, à la manière d'un archipel de forces, compliquera le calcul de nos adversaires et donnera à cette dissuasion avancée beaucoup de valeur pour nous. Elle renforcera notre défense en lui accordant du champ. Elle lui offrira une profondeur stratégique nouvelle, cohérente des enjeux de sécurité en Europe. Sa valeur sera, je le crois, très forte aussi pour les partenaires qui entreront dans cette logique avec nous et dont le territoire gagnera un lien affirmé avec notre dissuasion. Il a été clair, dès le début, pour nous et pour nos partenaires, que cet effort viendrait en plus de la mission nucléaire de l'OTAN, à laquelle, je le rappelle, nous ne prenons pas part. La dissuasion avancée que nous proposons est un effort distinct qui a sa valeur propre et qui est parfaitement complémentaire de celui de l'OTAN au plan stratégique comme au plan technique. Le travail que nous avons entamé sur ce projet avec les Européens s'est fait en pleine transparence avec les États-Unis d'Amérique et en coordination étroite avec le Royaume-Uni. Que les alliés, qui nous ont témoigné leur confiance en travaillant intensément à ces futurs partenariats, dans le respect de nos obligations internationales et tout particulièrement du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, en soient ici aujourd'hui remerciés. L'Allemagne sera un partenaire clé de cet effort, naturellement, le plus ambitieux dans l'esprit du traité d'Aix-la-Chapelle. Les premières étapes de la coopération commenceront dès cette année et pourront inclure des visites de sites stratégiques et des exercices conjoints. Dès à présent, d'autres pays ont accepté ce dialogue. Et au-delà de nos partenaires et amis britanniques et allemands déjà évoqués, la Pologne, les Pays-Bas, la Belgique, la Grèce, la Suède et le Danemark s'y joindront. C'est une véritable convergence stratégique entre nos pays, de nature à donner une réelle profondeur à la défense de notre continent. Les discussions sont aussi ouvertes avec plusieurs autres pays, se poursuivront dans les semaines et les mois à venir. À l'image de ce que nous avons mis en place avec le Royaume-Uni, des organes d'échange au niveau politique vont être créés avec chacun de ces pays dès les prochains jours. Cela suppose un travail commun sur la menace et le renseignement, des moyens de communication spécifiques, une organisation, mais aussi une compréhension commune des ressorts de l'escalade et de comment y faire face, en particulier dans sa phase conventionnelle. C'est pourquoi aussi la démarche de la dissuasion avancée, de par sa nature, accroît notre protection et celle de nos partenaires. De la même manière que la France crée pour les adversaires de l'Europe de nouveaux dilemmes stratégiques
à travers cette dissuasion avancée. Nos partenaires contribuent en retour à la sécurité collective et donc à celle de la France. C'est la nature même de l'épaulement stratégique. L'expérience des dernières années montre bien qu'il y a au moins 3 domaines où notre Europe, si elle devait faire face à une escalade et la gérer sous le seuil nucléaire, bénéficierait de nouveaux moyens collectifs. L'alerte avancée, donc la capacité par une combinaison de satellites et de radars de détecter et de suivre les missiles qui pourraient nous viser. La maîtrise de notre ciel avec la défense aérienne élargie et les protections antimissiles et antidrones. Et enfin, les capacités de frappe dans la grande profondeur. En entrant avec nous dans cet épaulement réciproque, les pays partenaires peuvent aider à renforcer les capacités de l'Europe dans ces 3 domaines. Ce serait une juste répartition des efforts. Et la France y sera donc clairement gagnante. D'ores et déjà, les projets avancent et nous continuerons de forcer le pas. Pour ce qui est de l'alerte avancée d'abord, le programme Jewel donnera des capacités souveraines aux Européens pour détecter depuis l'espace les missiles qui les viseraient. Pour ce qui est de la défense aérienne, le système SAMTE-NG offrira des performances de premier rang mondial. Déjà, le Danemark et l'Ukraine en ont annoncé l'acquisition. Pour ce qui est de la frappe dans la profondeur, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, dans le cadre de notre initiative dite ELSA, vont travailler ensemble à des projets de missiles de très longue portée. Cela nous donnera de nouvelles options pour gérer conventionnellement l'escalade, à l'heure où les adversaires déploient technologies et armements nouveaux. À mesure que s'intensifiera le partenariat, d'autres projets, d'autres contributions verront le jour, dans un esprit de complémentarité et de souveraineté européenne. Voilà donc la nouvelle épaisseur que je souhaite donner à la défense de la France et la nouvelle cohésion qui en résulterait pour notre continent. Vous le mesurez, c'est une évolution majeure que j'ai souhaité donner à notre dissuasion. Le contexte permettant enfin de mettre sur ces mots de dimension européenne, prononcés par presque tous mes prédécesseurs, une réalité qui bénéficie à la fois à notre pays et à nos alliés. Mais dans la période troublée que nous vivons, il sera nécessaire aussi de repenser les règles qui régissent la sécurité de notre continent et du monde. C'est tout un cadre qu'il faut recréer. Et les Européens devront pouvoir y prendre pleinement leur place et y défendre leurs intérêts. Ils le pourront d'autant plus qu'ils auront su prendre leur part du fardeau, renforcer leur autonomie stratégique et prendre les décisions majeures que je viens d'évoquer. Aujourd'hui, en effet, les accords internationaux de maîtrise des armements sont à la peine. Regardons la situation avec lucidité. Chacun a pris ses libertés. Les États-Unis ont mis fin au traité sur les missiles antibalistiques. Les États-Unis et la Russie ont mis fin au traité sur les forces nucléaires intermédiaires, dont la Russie violait depuis longtemps les dispositions. Le traité New Start, qui encadrait les arsenaux nucléaires américains et russes, a cessé d'exister il y a quelques semaines. La Russie a dératifié le traité d'interdiction sur les essais nucléaires, que les États-Unis n'avaient, eux, jamais ratifié. Une reprise des essais romprait un moratoire de près de 30 ans. La Chine, quant à elle, en plein rattrapage, ne s'associe à rien. Alors disons-le franchement, le champ des règles est un champ de ruines. Et l'animosité ambiante se prête assez peu à la confiance qu'il faut pour rebâtir les normes de sécurité collective. C'est pourquoi nous avons raison de durcir notre position et de prendre les décisions que je viens d'annoncer. Et cette anomie, malheureusement, ne vaut pas que pour ceux qui ont déjà l'arme, mais aussi pour ceux qui cherchent à l'acquérir. La conférence d'examen du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires se tiendra en mai,
dans un paysage lourd de menaces, avec les progrès inquiétants du programme nord-coréen, la crise iranienne, mais aussi les tentations croissantes de tous ceux qui, en Asie, en Europe ou ailleurs, cherchent des alternatives aux garanties de sécurité sur lesquelles ils croyaient pouvoir compter. Tel est l'esprit des temps. Mais la France ne compte pas s'y résoudre. Dans le domaine de la maîtrise des armements, notre propre bilan est en effet exemplaire. Et je veux aujourd'hui ici le rappeler. Nous avons démantelé la composante terrestre de notre dissuasion et nos installations d'enrichissement à des fins militaires. Nous avons cessé nos essais nucléaires, développé un système performant de simulation et toujours refusé toute course aux armements. La démarche de dissuasion avancée que nous proposons n'est pas escalatoire. Et en ce qu'elle accroîtra le sentiment de sécurité en Europe, elle est résolument bénéfique pour ne pas encourager un jour les risques de prolifération sur notre continent. Mais c'est surtout de logique que nous devons changer. Oui, les Européens ont pris l'habitude que leur sécurité dépende de règles faites par des tiers, en d'autres temps, défaites aussi, parfois à leur insu, souvent à leurs dépens. Soyons clairs, l'architecture de sécurité européenne, c'était cela. Des accords datant de la période de guerre froide, négociés par d'autres que nous, y compris quand ils nous concernaient, et qui ont été dénoncés par ceux-là même qui les avaient signés, sans aucune concertation, quand bien même ces derniers étaient nos alliés. Notre époque appelle une autre méthode. Nous devons reconstruire un corpus de règles, mais pour ce qui nous concerne, à partir de nos intérêts de sécurité et ceux de notre continent. Cela passera tout d'abord par un travail que les Européens doivent conduire sur la manière dont doit être organisée la stabilité de notre Europe. J'invite donc les partenaires à se joindre aux premiers travaux que nous avons entamés avec les Allemands et les Britanniques sur ce sujet. Les convergences organisées dans le cadre de la dissuasion avancée y aideront. Lorsque nos intérêts européens seront établis, il sera possible d'aller plus loin et d'ouvrir un cadre de négociation afin de contrôler certaines capacités conventionnelles et leur positionnement. Cette démarche est à préparer dès à présent par l'accroissement de notre indépendance européenne. Et elle doit viser demain à un nouveau cadre de sécurité sur tous ces sujets, en particulier entre Européens et Russes, à tout le moins, et au niveau international, en cherchant à impliquer les États-Unis d'Amérique et la Chine, y compris concernant les capacités nucléaires sur une base équitable. Mais ce que je souhaite plus que tout, vous l'aurez compris, c'est que les Européens reprennent le contrôle de leur propre destin. N'oublions pas, tout ceci étant dit, qu'au-delà de la comptabilité des arsenaux et des architectures de sécurité, il y a une dimension éthique à ce dont nous parlons. L'arme nucléaire a sa charge d'épouvante. Ces questions morales ne se résument pas aux lois d'airain de la stratégie, avec ses logiques désincarnées. Il n'est que juste qu'une telle arme continue de susciter une discussion de raison pour en limiter l'usage, l'encadrer et préserver l'objectif à terme d'un monde sans armes nucléaires. Cela doit rester notre horizon. Il n'est que juste aussi de militer avec persistance en faveur des usages pacifiques de l'énergie atomique. C'est tout l'esprit du TNP. Et la France est en bonne position pour promouvoir à cet égard le nucléaire civil. Après tout, quel autre pays repose sur cette énergie comme nous, l'énergie nucléaire qui permet de produire 70% de notre électricité. Une énergie décarbonée à bas coût qui rend notre pays attractif. C'est ce qui fait que la France sera pleinement légitime pour organiser à Paris, le 10 mars prochain, un sommet pour encourager le développement de cette énergie, ses usages et son financement. Je crois aux vertus
d'un nucléaire de confiance, aux vertus aussi des innovations dans la matière. Je crois à sa valeur pour faire face aux besoins voraces de nouvelles technologies et je suis déterminé à aider l'Agence internationale de l'énergie atomique à favoriser, avec un encadrement approprié, les nouvelles technologies sensibles. Mesdames et messieurs, le temps est venu pour moi de conclure. Et j'aimerais vous inviter un moment à prendre la mesure de cet endroit à nul autre pareil. La base opérationnelle de l'île Longue, à l'extrémité du Finistère. L'île Longue, qui est tout à la fois la pointe avancée de l'Europe, son cap occidental et sa forteresse. Et je vous invite à prendre conscience de tout ce qu'il signifie dans toutes ses dimensions. Masse, puissance, indépendance donc, et j'ajouterai solidarité stratégique. Ce que vous avez sous les yeux est un héritage précieux dont nous sommes les dépositaires et que nous continuerons à faire vivre avec ténacité. Nous continuerons donc de développer le formidable outil de puissance, expression du génie français, patiemment érigé depuis le début de la Ve République. Je me suis fermement engagé depuis 2017 dans le renouvellement de nos forces stratégiques et je m'y emploierai jusqu'au terme de ce mandat. La France sera forte d'un feu nucléaire modernisé, puissant, souverain et adapté à nos menaces. Toujours souveraine, elle sera forte aussi de son enracinement dans l'espace européen, de la profondeur stratégique qu'il lui donne, du renforcement des liens entre alliés et des complémentarités nouvelles qu'ils permettent. Le demi-siècle qui vient sera un âge d'armes nucléaires. La France, déterminée, libre, confiante, y tiendra tout son rôle. Elle continuera de se fortifier et pour son propre bénéfice, elle arrimera ce cap sur l'Atlantique au socle européen. Tel est mon message aujourd'hui. Soyons puissants, soyons unis, soyons libres. Vive la République, vive la France.
Et puis, ou toujours sous Jabez Média Communication, ou suivre on Jabez spécial, on Jabez USA, on Jabez la guerre. Eh bien, gen, un pile soldat que les États-Unis eh ben, dépêché dans le cadre et fureur épique ça, opération ça, et dans et gon paquet côté zone ça, c'est une zone que un monde obligé à apprendre géographie c'est aussi. Et zone arabo-persique là, faut regarder le détroit d'Ormuz, faut regarder par exemple tout pays, 10 pays qui impliqués déjà dans guerre ça parce que Iran lui-même l'a frappé parce que États-Unis lui-même, il dans région Moyen-Orient, il dans Golfe Persique là, donc ça vient fait que son bagage grand monde pas joué. Gen, nous te dit que jusqu'à présent Iran lui-même lancé frappe sur 9 pays dans la région. Hein? Et 9 pays, ça c'est Bahreïn, Irak, Jordanie, Koweït, Oman. Et Oman, on gens étonné quelqu'un parce que Oman, c'est lui qui t'a joué rôle mi-temps jouette dans la négociation indirecte qui t'a fait entre États-Unis avec Iran et il était même considéré que l'autre gens proche Iran parce que c'est lui qui t'a prend information pour te bailler Iran pour te bailler les États-Unis pour être capable dans le cadre et négociation indirecte ça. Négociation indirecte yo fait et par exemple c'est pas deux délégations qui rencontrent face to face, mais c'est yon intermédiaire qui prend information qui pote bay l'autre la répond il pote bay nous te connaît que c'est Steve Witkoff avec Jared Kushner. Jared Kushner c'est beau-fils président et c'est yo qui tape jouer là. Donc dans 9 pays que Iran a frappé, c'est Bahreïn, Irak, Jordanie, Koweït, Oman, Qatar, Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis. Mais que Émirats Arabes Unis ont l'autre problème lui-même parce que les gagnants ont accord de défense avec la France. Là où il y a un accord de défense avec un pays, Fernando ici m'a expliqué nous ça très bien. Là où il y a un accord de défense avec un pays, eh bien, ça crive, c'est que le pays a dans un ou dans un tout. Le langue ou dans un tout. Gon drone iranien qui frappait une piste d'atterrissage sous une base militaire britannique qui dans Chypre. Ça sont l'autre cause encore. Parce que Chypre, pratiquement, ouais, nous parlons de 9 pays, par exemple, là, que dans le paquet de dépêches, dans le paquet d'analyse qu'a fait, il y a 10 pays qui sont impliqués dans la guerre là. Et 10 pays ça yo, donc, et yo pas mettre Chypre. Chypre lui-même, c'est en Europe, et li gon base militaire britannique ça qui ont l'autre causé dans bagay là parce que eh ben autorité britannique yo même eh ben yo commencé mettre sous brenzen surtout que eh ben gon discussion tout entre autorité britannique yo avec les États-Unis parce que y a utilisé base britannique yo pour yo faire des lancements yo même président Trump même dit que il était ba autorisation en retard. Donc et faut dire que la plupart attaques que Iran fait yo, eh ben yon intercepté yo. N'a enchaîné avec pratiquement yon bilan, n'a tenté et faire un bilan à partir de l'information que nous joignent. C'est des bilans qui toujours préliminaires parce que en général en guerre ça yo bilan yo toujours très très difficile. Bien que le monde remet chiffres et médias comprennent ça tout, médias pote chiffres pour yo même si ba la mêlé mais yo pote chiffres. Gen organisation k'ap bay mais qui gen tendance et ça Angleterre les bay à second parti pris yo penché en bas ou bien même si yo pas penché en bas ça dépend de côté où yo pas ka joindre tout chiffre yo. Donc gen tentative de bilan qui fait et pour qu'on gen source indépendant k'ap bay. Mais en attendant mais ça nous gagne d'abord gagner 3 soldats, on dit 4 soldats américains qui mourent. 4 soldats américains qui mourent, il y a 5 autres qui blessés très graves. Donc d'abord, il y a 3 soldats américains qui mourent et 5 blessés graves. C'était hier dimanche là, d'après sa commandement militaire américain pour le Moyen-Orient en parlant de CENTCOM. Lui même son voix officielle que CENTCOM son voix officielle que lui est capable de tout gagner bas mais son voix officielle l'elle dit comme journaliste ou même qu'a toujours dit CENTCOM dit parce que lui même c'est commandement militaire américain pour région Moyen-Orient.
lui-même, il ba l'autre nouvelle encore pour le dire que mon quatrième soldat américain qui mourit, jeudi lundi, c'est lui qui ba nouvelle là. Quatrième militaire ça, il gagne l'autre qui blessé tout dans premier attaque qui fait yo et c'est ça yo mette sous plateforme X. Donc pas de détail sous soldat américain ça qui mourit, qui côté dans quelles conditions que yo mouri. Et puis gagné l'autre nouvelle encore et c'est des pertes que les États-Unis fait. Il y a 3 avions de combat américains qui a crasé dans Koweït et c'est Koweït même qui crasé yo et Koweït qui ont pays dans Golfe yo dans moment que Iran lui-même t'a frappé red et ben Koweït lui-même t'a réagi et les Koweït ouais avion il pensait que il pas pensait que c'était avion américain, il pensait que c'est avion iranien et puis il crasé yo mais il dit pas gagné et perte en vie humaine dans 3 avions ça yo qui tombé, c'est ça yo relé en anglais friendly fire. Ça veut dire c'est moun même côté friendly, même côté qui yon tiré l'autre. Donc c'est ça dans cas 3 avions américains ça yo qui tombé. En Iran même, bagay là c'est le côté ça nous ka comprendre ça c'est côté que n'a joindre yon bilan qui pi salé. Eh bien, en Iran, au moins, il y a des centaines de morts dans civil, cas civil et cas militaire. Il y a un source qui parlait d'environ 555 morts et il y a des centaines de blessés dans différentes régions en Iran. Ça, c'est un chiffre que Croissant Rouge en Iran baille. C'est des sources que ou ka fait confiance. Malgré toute proportion bien gardée, mais ou capable plus ou moins aller avec chiffre ça yo et nous toujours dit en attendant. Et soit suivre l'histoire du monde même, l'histoire des guerres, c'est après guerre yo pour vraiment ou connaît chiffre yo, tout ça c'est des chiffres en attendant. C'est des bilans préliminaires, provisoires. Et gen institution même qui voulait kembe des chiffres qui conservateurs. Ça veut dire un chiffre côté que si yo pense que 50 yo dou eh ben, moins que 50, au moins 50. Ou bien yo font ti fait bac pour yo éviter exagérer. Et puis, de l'autre côté, d'après plusieurs médias iraniens, parmi yo Tasnim, eh ben, tendez non ça oui, Mansouré, Khojaste, Bagherzadeh, eh ben, c'est madame guide suprême nan qui mourit en parlant de Ayatollah Ali Khamenei, qui mourit jodia et à cause choc que te prend dans frappe israélo-américaine yo même jour attaque la te faite dans samedi côté guide là lui-même il était mouri même côté ya. Donc madame ni en parlant de Mansouré Khojaste Bagherzadeh eh ben il était gen 79 ans, li mouri, il était dans coma parce que il était prend de bons chocs, il était dans coma mais il pas kakembe li mouri jodia selon toute source qui sorti dans pays et Iran et tout gen plusieurs autres responsables iraniens qui mouri tout parmi yo chef gardien révolution Mohamed Pakpour te gen on doute sur Pakpour mais finalement on confirmé que le mouri gen un conseiller guide suprême en parlant de Ali Shamkhani monsieur mouri tout gen chef d'état-major l'armée Abdol Rahim Moussavi, monsieur tout mouri toujours selon télévision l'État qui d'accord que eh ben moun sa yo mouri et qu'on a son question de remplaçant, son période de transition pour Iran parce que guide suprême nan Ayatollah Ali Khamenei, monsieur mouri et yo gen un triumvirat que yo mette sous pied, triumvirat là ça le pral faire eh bien, au pral gen, il gen en tête li président Masoud Pezeshkian qui est lui-même li là. Donc, dans 3 moun sa yo, gagné conseil et ça les experts yo, qui au nombre de plus que 80 et qui au même yo, en général yo dit désigné. Bien que gen yo parle de élection, mais son forme d'élection, mais non, yo dit que c'est yo même qui pral désigner prochain guide suprême iranien.
Toujours dans le bilan, eh ben, dans le Liban, il y a le ministère de Santé qui baille un premier bilan. Moun qui mouri, eh ben, son bilan officiel d'après le ministère de Santé, eh ben, on dit que, eh ben, attaque que c'est m'appli et bilan parce que on parlait de raid attaque l'ennemi israélien sous banlieue sud dans Beyrouth, bastion Hezbollah, et dans sud pays prend la vie, attendez bien, 31 citoyens et ils ont blessé 154 autres. Dans blessé, il y a plusieurs chiffres qui sortent. Il y a des gens qui parlent de 149, mais il y a plus qui baillent 154. Israël dit tout les touye. Israël dit tout yo touye chef service renseignement Hezbollah en parlant de Hussein Moukaled. Eh bien, outre que Israël, il y a Iran qui attaque tout Émirats Arabes Unis, li attaque tant comme tabdino la attaque Qatar, Arabie Saoudite, Corée, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, et puis gagné 3 ressortissants pakistanais, népalais et moun qui sont Bangladesh, et ben yo mouri gen 58 l'autre moun qui blessé dans début attaque là selon ministère défense là. Dans Koweït, on t'a dit tout gen on frappe qui tue yon moun et fait 32 blessés. Donc c'est en gros quelques bilans que yo bay nan moun qui mouri pendant opération ça qu'a fait. Tant comme t'a dit nous gon question de géographie et nan affaire ça mais qu'on y a parlé en pile de ça relé détroit d'Ormuz. Détroit d'Ormuz là géographiquement c'est un canal qui permet circulation commerce pétrole là dans zone. Donc c'est là qui bastion pétrole là. Et comme c'est détroit d'Ormuz là qui lui-même c'est lui faciliter commerce pétrole là, eh ben li fermé et gagner alternative, gagner l'autre option. Mais option ça li bay l'autre problème tout monsieur t'a expliqué et monsieur spécialiste a expliqué ça. Donc crise ça li perturbe gravement circulation dans détroit d'Ormuz là, une zone d'après comme dit nous qui stratégique pour transport mondial pétrole là parce que avec blocage et risque tout pour navigation parce que gen plusieurs bateaux qui t'a passé un ben yo te gen problème parce que gen c'est le moment ta yon là-dedans yo avon missile et puis tête charge. Nous ouais que gen pile dans quatre bilan yo gen l'autre bagage que nous t'a dit en termes de bilan. Et par exemple nous connaissons Dubaï lui-même aéroport li touché et gen Jérusalem tout touché. Donc Israël gen 9 morts qu'on a parlé même de 10 et avec plusieurs blessés, ils ont été touchés en zone. Je dis encore gen l'autre côté encore. Donc ça veut dire que qu'on y a bagala mêlé et l'Europe qui sentit que lui-même li dans un tour depuis hier la France, l'Allemagne avec Royaume-Uni, yo même qui était sorti yon communiqué conjoint et c'est ça que fait nous dit avec un petit peu pour jouer que eh ben Macron a parlé français pour dire que il doit rehausser la posture et garder la posture donc par rapport à ça qui a passé et là et Macron dit que il pas de connaît et lancement guerre, il pas de connaît opération, il pas invité non plus. Et gen moun qui dit que son aveu d'impuissance, ça veut dire qu'on gros aller comme ça, on gros bagay qu'a fait comme ça, yo pas dou, yo pas invité la donne. Ni Royaume-Uni, ni la France dit que yo pas invité. Bon, en général, yo kon ba explication et c'est ça qui fait tout que qu'on parler de qui ça fait que gen des fois autorité yo pas chercher autorisation dans mes congrès et surtout par exemple dans cas Venezuela yo dit que si elle demande autorisation dans mes congrès pour gen vote et ben là pour le fuiter ben là pour le prendre dehors donc ben là privé dans oreille Maduro et ben yo dit c'est même bagarre là mais en attendant gagné Pete Hegseth et qui c'est numéro 1 dans le ministère la guerre là donc en Pentagone là et puis avec Marco Rubio secrétaire d'État et chef diplomatie américaine yo même yo gain pour y aller dans congrès pour yo même porter plus explication sous cause ça parce que dans pile démocrate
Gan pile démocrate qui même qui peur pour escalade là, pour pas un conflit régional, et pour pas gen l'autre victime encore, pour pas gen l'autre soldat américain qui perdu la vie encore, et il reproché président Donald Trump est-ce qu'il pas même gagné et autorisation pour le faire un gros bagage comme ça. Pendant ce temps, il y a un républicain tout qui dit que yo même yo chita derrière président, yo backup président, et avec président, yo croit que c'est une attaque légitime que les États-Unis fait contre Iran parce que Iran te représenté une grosse menace pour le monde. Donc, c'est une guerre qui divise l'Amérique, même dans base président, son guerre qui divise basé, qui divise l'Amérique et gen moins américains qui d'accord avec guerre là parce que tout simplement eh ben yo pas voulu que président a la guerre parce que guerre yo eh ben toujours gen monde qui mourir là-dedans petit pays a mourir là-dedans. Mais faut signaler tout que dans un contexte très politique, guerre ça a fait quelques mois avant élection mi-mandat. Qui pourra que guerre a gagné selon peut-être Jean le Fini, qui pourra que le pral gagner dans l'élection ça yo. Donc, il n'est que d'attendre. Et moun qui spécialiste peut-être que yo capable de faire des pronostics, c'est pas job nous. Mais ça nous connaît qui clair, on n'a pas besoin de spécialiste pour comme ça, que guerre ça pral dit en cause, il pral traduit dans l'élection. Qui pourra que le pral gagner favorable ou défavorable au président, eh ben, c'est pour nous prendre rendez-vous, c'est en novembre, côté que pral gagner élection mi-mandat et n'a gardé pour nous. Et nous pourquoi connaître qu'il est guerre fini parce que le président a parlé de 4 semaines, un mois, mais il y a l'autre cause qui a parlé encore, il dit président pas ennuyé si il y a moyen pour être capable kembe compare. Donc n'attend pour. Donc jodi a yo bouclé 3e jour. Donc rendez-vous c'est pour demain après regarder qui Jean demain pour aller. Mes amis, moi arrivé dans fin programme non. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Tant pis, surtout ça encore plus dangereux. Moun k'ap prend vidéo et k'ap couper et k'ap fait me dit ça me pas dit, li dangereux, li pas bon. Mais heureusement original yo là, eh ben le ou prendre ou couper. Yo fait me dit par exemple dans on Jabez immigration, yo fait me dit que eh ben président Donald Trump eh ben il dit que qu'on a fini yo prolonger TPS là pour 3 ans pour haïtien. Yo prend des morceaux bagay que me dit et puis yo collé l'autre gens pour faire me dire des bagages qui passent ça. Je crois que c'est pas trop sérieux. Donc encore plus soit le faire dans question qui hautement politique et puis qui gagne question la guerre là-dedans et ça c'est grand monde pas jouer et non bah ça. Donc mes amis et on nous pas fait ça et parce que c'est pas un bail lié, moi que Frandley Denis Julien t'a plein pour ça. M'a dit quête Frandley dans et puis sans pas connaître que tout pas m'te derrière, moi joigne un monde qui poste sur TikTok, il fait un gros annonce et puis il lage voix ou bien il fait voix passer avant et après ça il dit mais causer. Et donc moi bali donc c'est bon cause. Bon. Et c'est comme ça lié mais c'est pas une bonne pratique. On va aller n'a rappeler quelques points de développé pour le président Donald Trump qui prend la parole lundi 2 mars 2026 là côté le porter précision sous action militaire les États-Unis à tout Israël prend contre Iran dans cadre opération ça qui relait Epic Fury Epic et qui commençait depuis samedi. Et puis président Emmanuel Macron a annoncé naissance de l'invincible premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins 3e génération. Et puis bilan provisoire a continué dans l'occasion 3e jour guerre États-Unis-Israël contre pays Iran. Mes amis, c'est un plaisir l'autre fois que pour nous être ensemble. Merci pour attention, merci pour fidélité. Merci d'être toujours branché sur Jabez, ça fait nous un peu le plaisir. Là, écrit nous tout, ça fait nous plaisir. Il y a des fois, je ne peux pas répondre, mais il y a des fois, un pile fois, moi répondre. Merci un pile. Moi, content des amis qui disent que, des amis qui disent que y a écouté depuis République Dominicaine, ça fait un plaisir. Depuis Haïti et puis plusieurs côtés dans la diaspora, ça fait nous un pile plaisir. Nous, communauté, changer la vie, eh ben, la avancer chaque jour, la fait, yon pas
en avant et ça fait nous très naturellement en pile plaisir. Donc nous saluons et directeur technique yo, on a parlé de Gesli Singer avec Fred Kaimit. Donc Gesli prochainement on a parlé de l'autre plateforme ça que nous gagnons pour nous parler de lui parce que nous faisons un groupe, son groupe nous est un groupe plateforme. Donc et dans prochaine vidéo m'a parlé nous de plateforme ça, bien que plateforme ça li pas fait en créole, li pas fait en français, c'est en anglais le fait. Mais nous connaissons que grand pile monde qui speak et qui parlait anglais, haïtien qui parle anglais, peut-être que qui t'a ou bien monde qui voulait faire pratique tout, et bon capable tendre et bah ça yo en anglais et n'a offrir et plateforme nan prochainement. Merci pour attention, merci pour fidélité. Donc Kembe là, palage, Kembe esprit positif.